Bonjour, vous suivez Sen TV, la première télévision urbaine du Sénégal. Il fait chaud à Dakar, vous me direz que c'est normal, c'est la période, mais c'est l'actualité dont je veux parler. L'actualité a été chaude cette semaine et pour en parler, nous avons le plaisir, autant pour moi, de recevoir le professeur Souleymane Fall, qui est le coordonnateur du Cercle des intellectuels républicains. Alors professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons également avec nous Pierre Ahmed Ba, docteur S anthropologique, spécialiste en intelligence stratégique. Pierre Ahmed, bonjour. Bonjour. Alors, l'actualité sera marquée éventuellement par la rupture tant chantée, prônée par les autorités actuelles, le régime actuel incarné par le président Macky Sall avec son Yoonu Yokkouté, sa patrie avant le parti. Et on a remarqué qu'il y a eu une mobilisation au Palais de la République. Le Palais de la République qui est tout un symbole. On a ici également remarqué le retour des gré à gré et les décrets d'avance. Nous parlerons également des inondations. Alors, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui ne va pas changer? Est-ce qu'il y a espoir que les populations de la banlieue qui ont souvent souffert de ce mal puissent connaître le bout du tunnel? Les délestages, c'est le moment, c'est la période. Est-ce que la Sénélec a assez à les coups de franche? Est-ce que la Sénélec a la solution au problème? Y a-t-il espoir à ce niveau? Bien entendu, l'affaire Habré ne sera pas en reste. Tribune Presse, c'est tout de suite. Professeur Souleymane Fall, bonjour. Bonjour. Fabrice. Alors, vous êtes quand même une tête pensante du parti au pouvoir. Je veux parler de l'APR, le parti dirigé par le président Macky Sall. Alors, cette semaine, on a quand même vu une chose qui a surpris tout le monde, surtout qu'au départ, on a parlé de rupture, on a vu mobilisation, la presse a parlé de palais transformé en Sandaga. Passez-moi l'expression, c'est peut-être imagé, mais on comprend ce que cela veut signifier. On a aussi parlé des gré à gré. On parle également des décrets d'avance. C'est des choses qu'on a connues sous le régime précédent. Et les promesses qui ont amené Macky Sall au pouvoir, c'est la rupture. Est-elle morte-née? Absolument pas. Je voudrais rappeler simplement que le président Macky Sall, en accédant à la magistrature suprême dans ce pays, a trouvé un pays en lambeaux. Une situation économique absolument catastrophique. De ce point de vue, je crois que nous avions proposé aux Sénégalais un programme, retenez-le, qui n'est pas tributaire de promesses, mais précisément de propositions et d'engagements. Il faut simplement rappeler l'histoire qui a porté Macky Sall au pouvoir, et cette histoire vient du fait que le président Macky Sall a été victime d'injustice au niveau de l'Assemblée nationale. Il a évidemment rendu tous les postes nominatifs et électifs pour aller chercher la légitimité populaire. À la suite de cela, évidemment, il a parcouru le Sénégal des profondeurs. Il a fait... En promettant la rupture. Bien entendu, j'arrive. Oui. Il a fait 15 000 villages, il a fait 10 500 kilomètres. Et il a proposé aux Sénégalais un programme extrêmement ambitieux, réaliste et réalisable, le programme Yoonu Yokkouté. Je précise ici que le programme Yoonu Yokkouté n'est pas un programme tributaire d'un laboratoire d'idées. Parce que précisément, de Senghor, Lamine Gueye, en passant par Abdou Diouf jusqu'à Wade, je considère que tous les programmes politiques qui ont été proposés au peuple sénégalais sont fondamentalement tributaires d'un laboratoire d'idées. On réunit des experts et on leur demande de proposer des éléments de solution par rapport à l'agriculture, par rapport à l'élevage, par rapport à l'industrie, par rapport à l'économie et j'en passe. Mais le président Macky Sall a parcouru tout le Sénégal avec des experts. Il a été au contact des populations. Et de ce point de vue, il a eu à cerner les difficultés majeures dont souffraient les Sénégalais. Et cela lui a permis donc de mettre sur pied un programme que je considère comme le premier programme expérimental de l'histoire politique du Sénégal. Et sous ce rapport-là, le programme Yoonu Yokkouté a fondamentalement 3 priorités. Les jeunes, les femmes et le monde rural qui sont considérés comme les couches les plus défavorisées de la société. À ce titre, donc, je ne crois pas que les Sénégalais, en votant avec 65%
de la population pour le président Macky Sall vont rencontrer un homme qui ne sera pas en phase avec les aspirations du peuple. Par conséquent, je crois que le président Macky Sall a un programme qui va s'inscrire dans le cadre de la rupture. Mais il faut préciser que, concernant ce que vous avez appelé les décrets d'avance, au total, il y a 26 décrets d'avance qui ont été utilisés. Et les 24, évidemment, sont dans la période de 2012. Oui, dans la période de 2012. Il faut préciser que le président Macky Sall, quand il accédait au pouvoir, il est venu avec un programme, alors qu'on avait déjà voté un budget pour l'ancien régime. Par conséquent, le seul mécanisme institutionnel dont il pouvait évidemment faire usage pour gérer les urgences de l'heure, mais c'était effectivement les décrets d'avance. Et vous avez vu que quand nous accédions au pouvoir, il y avait la campagne agricole. Et de ce point de vue, je précise que pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, on a eu un régime qui a systématiquement éliminé les bons. Le président Macky Sall a injecté presque 66 milliards dans le domaine de l'agriculture. Et de ce point de vue, les cultivateurs ont bénéficié de tous les instruments dont ils ont besoin pour cultiver correctement. Et après cette culture-là, ils ont pu vendre. D'habitude, le kilo de l'arachide était de 150 francs. Le président Macky Sall a fixé le prix à 190 francs. Et il se trouve qu'il y a des paysans qui ont vendu jusqu'à 250 francs le kilo, d'autres à 300 francs. Ce qui permet donc de dire qu'il a supprimé les bons, mais cette fois-ci, on a appelé ça à Wolof tek-tegi. Pour la première fois, il n'y a pas eu cette histoire de bons impayés. Le paysan cultive, récolte, vend et bénéficie évidemment de ce dont il a droit sur le champ. Mais professeur, il y a quand même des signes qu'on voit, des manifestations au Palais de la République. C'est des choses que vous avez dénoncées du temps de Wade. Ça, c'est une réalité. Vous pouvez me permettre d'expliquer cette affaire-là? Oui, allez-y rapidement. En réalité, en ce qui concerne la mobilisation au Palais de la République, ce n'était pas en fait une mobilisation. Et je vais vous communiquer exactement ce qui s'est passé. Il se trouve qu'au lendemain du voyage du président américain Barack Obama, le président de la République avait désigné certaines femmes de la société civile comme de Benno Bokk Yakaar pour simplement leur demander de venir évidemment à sa rencontre pour qu'il puisse leur dire merci au nom du gouvernement. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que ces quelques femmes qui ont été informées ont fait l'erreur d'informer d'autres femmes qui sont à la base. Une affaire de femmes, vous voulez dire? Une affaire de femmes. Et du coup, par extraordinaire, toutes les femmes se sont retrouvées au palais. Et là, je précise, pour vous dire que nous nous inscrivons radicalement dans la dynamique de la bonne gouvernance, en ce sens où, vous savez que depuis que le président Macky Sall a accédé au pouvoir jusqu'à maintenant, toutes les réunions du directoire de l'Alliance pour la République se passent à Mermoz. Alors que, en son temps, le régime de Wade faisait les réunions du comité directeur au palais. Donc c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est même pas comparable. Alors Pierre Ahmed Ba, vous acquiescez? Alors, je rappelle que vous êtes habillé aux couleurs de l'APR. C'est de la transhumance. Peut-être de la provocation. Alors, Fabrice, merci. Vous dites déjà que Dieu est grand, Macky Sall n'est pas petit. Hein? Qui sait? Sait-on jamais. Alors, il y a beaucoup de choses à dire et à redire sur ce que je viens d'entendre. On parle de rupture. La rupture, ce n'est pas tout simplement dans les faits, dans les gestes, mais c'est aussi dans la vision, dans la pensée, dans la manière d'entretenir les choses, dans la manière d'entreprendre ce qu'on appelle un programme de gouvernement. Et j'ai entendu mon vis-à-vis dire que, en réalité, le programme Yoonu Yokkute n'est pas le produit d'un laboratoire d'idées, mais c'est le produit en fait d'experts ayant accompagné l'actuel chef de l'État pendant sa longue traversée du désert dans les villages, les coins et les recoins du Sénégal, et il en est sorti un programme qu'on appelle Yoonu Yokkute. J'ai presque envie de dire qu'en réalité, le programme Yoonu Yokkute est devenu Yoonu Yakkute. Ah bon? Pourquoi? Parce que d'abord, il y a,
contrairement à ce qu'il vient de dire, il dit que c'est un programme réaliste. Mais non, ce n'est pas un programme réaliste. On nous dit qu'on va créer 500 000 emplois. Par exemple, le fait même de penser pouvoir créer, le fait même de se donner la mission de créer des emplois s'inscrit totalement en faux avec la réelle mission d'un gouvernement, d'un chef d'État. Le chef d'État organise le marché. Le chef d'État crée les conditions d'épanouissement, les conditions de création de richesse. Mais le chef de l'État ne crée pas les emplois, je suis désolé. Ce n'est pas sa mission, ce n'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de donner une vision, de donner une orientation, de mettre en place un ensemble de stratégies, de s'entourer de personnes qui ont la mesure des urgences. On parle de rupture, mais administrativement, où se trouve la rupture? Je vous repose la question. Où se trouve la rupture? Je pose la question pour la bonne et simple raison qu'on a vu le ministère de la Justice se transformer en agence de recouvrement. Effectivement, dans cette affaire d'histoire de traque de biens mal acquis, depuis quand un ministre de la Justice, dans une république administrativement constituée, avec des normes administratives, est en droit de recevoir de l'argent au nom du gouvernement? Vous voulez parler des 1 milliard de ceux qui ont transigé, c'est ça? Exactement. Depuis quand ça se passe comme ça? Depuis quand? Et là, je vais peut-être empiéter sur l'affaire Hissène Habré. Depuis quand ça, on en reviendra. Un ministre de la République, on parle de rupture, juste sur la question de la rupture. Depuis quand un ministre de la République engage l'État du Sénégal par sa signature sur des questions dont le chef de l'État est le seul à pouvoir se prononcer? Après avis, bien entendu, de l'Assemblée nationale. Et on me parle de rupture. On me parle de rupture, il y a la République chante. Après la République qui a dansé sous Diouf, la République chante aujourd'hui. Et on me parle de rupture. Des ministres de la République, devant l'immensité et l'énormité des urgences que nous avons, se permettent de dire que Denis Bégué. Ah bon? Des ministres de la République, dans un grand théâtre, à la fête de la musique. Aujourd'hui, on nous dit, on nous parle de rupture. Très bien, on veut promouvoir la destination Sénégal. Très bien, mais je suis désolé, c'est la destination Bercy qu'on promeut. C'est des Sénégalais qui vont prendre des billets d'avion, qui vont aller en France, qui vont prendre des hôtels, qui vont aller voir Youssou N'Dour, qui vont payer le ticket d'entrée pour que le ministre de la République, bien entendu ministre des Loisirs et du Tourisme, chante pour eux. Nous n'avons pas besoin de ça. Mais oui, mais on évolue un peu avec ce que on a assisté la dernière fois au Palais de la République. Est-ce que les explications du professeur Souleymane Fall vous ont convaincu? Si ces explications me convainquent, non, pas du tout, ça ne me convainc pas. Ça ne me convainc pas dans la mesure où, dans ce qu'il dit, en fait, il révèle un manque d'organisation. Le chef de l'État a besoin de remercier des gens, eh bien, il les appelle au téléphone. Il les remercie, il envoie une lettre, on est dans l'administration. Il ne les convoque pas au palais, il se présente au nombre de, je ne sais pas, on a dit 2000 au palais de la République et on fait la fête. Pourquoi? Parce qu'un citoyen américain est venu nous rendre visite. Non, un président de la République américaine. C'est un citoyen après tout. Le président Barack Obama est venu nous rendre visite au Sénégal. Et on s'en enorgueille. On nous dit que c'est une victoire de la diplomatie sénégalaise. Une victoire. Mais on se bat contre qui en fait? Pour avoir cette victoire-là. Ça repositionne le Sénégal d'un point de vue diplomatique. Mais je suis désolé, on parle de géopolitique, de géostratégie, on ne parle pas de diplomatie. Mais la diplomatie, c'est la continuation de la guerre. Pierre Ahmed, vous semblez faire dans de l'anti-Macky Sall primaire quand même, parce que, je ne sais pas moi, j'ai bien envie... Non, de l'anti-Macky Sall primaire, non, pas du tout. Je ne fais qu'analyser des faits. Ouais. Parce que jusque-là, je n'ai rien inventé. Tout ce que je dis, c'est effectivement passé. Je parle de victoire de la diplomatie, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mankeur Ndiaye, son Excellence, le ministre des Affaires étrangères. Welcome President Obama. C'est lui qui l'a écrit dans la presse, je l'ai lu. Je parle de faits. Je ne suis pas dans de l'anti... Vous savez, nous avons dépassé, et je pense beaucoup de citoyens sénégalais sont arrivés à un point où ils ne peuvent plus imputer les erreurs à une personne. Bien sûr, on élit un président, mais c'est un système. Le problème, c'est un problème de système, ce n'est pas un problème d'homme. Donc la rupture pour vous, c'est du charabia, c'est ce que vous dites? Mais bien sûr. Actuel? Ah oui. Alors, professeur, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Absolument, absolument. Par rapport à la lecture des faits de Pierre Ahmed. Je crois qu'au fond, mon ami, mon vis-à-vis est quelque part victime
de l'intoxication. Vous savez, aujourd'hui, le président Macky Sall est en face d'une opposition extrêmement dangereuse, qui n'est pas ordinaire, mais plutôt extraordinaire, parce que milliardaire. Ah bon? Et par conséquent, il y a une fabrication permanente de l'intoxication. Et parfois, ce qui est dramatique, c'est que même certains intellectuels peuvent tomber dans ce piège. Je crois que si on revient un peu, évidemment, en arrière, on peut comprendre parfaitement que le président Macky Sall, dès qu'il a accédé au pouvoir, il a dit que je vais mettre fin à l'impunité, au trafic d'influence et à la mauvaise gestion de l'État. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons en face de nous un peuple qu'il faut respecter, qui est un peuple extrêmement conscient. Souvent, quand je fais de l'analyse politique, je considère que Senghor a dirigé un peuple sénégalais absolument fataliste, parce que ce peuple-là renvoyait tout à Dieu. Tout ce qu'on dit, yalla moko dogal. Abdou Diouf a dirigé un peuple sénégalais extrêmement passif, parce que c'est un peuple qui souvent disait on ne peut rien faire contre l'État. Et Abdoulaye Wade a dirigé un peuple sénégalais rebelle. Rebelle, et évidemment la sanctification, c'est le M23, où le peuple se lève, parce que d'habitude, vous voyez dans l'histoire politique, souvent les peuples revendiquent des situations d'amélioration de leur vie sociale. Mais le peuple sénégalais, ce 23 juin, s'est levé debout comme un seul homme pour dire non, touche pas à ma constitution. Ce qui montre que c'est un peuple rebelle. Maintenant, Macky Sall aujourd'hui dirige un peuple sénégalais sentinelle de la démocratie et de la bonne gouvernance. Par conséquent, nous avons tellement de respect pour ce peuple sénégalais que nous ne pouvons pas verser, évidemment, dans ce que mon ami vient de dire. Et donc, de ce point de vue... C'est-à-dire les ministres Paris-Bercy... Voilà, non, je pense que ça, c'est une mauvaise lecture. Justement, c'était la fête de la musique. Il y a un ministre qui est là, évidemment, qui a un passé de musicien et qui, peut-être, ce jour-là, est venu communier avec, évidemment, le peuple sénégalais par rapport, évidemment, à cette fête-là. Certains collègues sont venus, certes simplement faire acte de présence. On leur a donné la parole, ils ont dit, mais il est bon parce que tout esprit qui travaille a besoin d'exutoire. Je pense que dans la vie, les gens savent joindre l'utile à l'agréable. Il n'y a rien de méchant dans cette affaire-là. Pourquoi voulons-nous toujours être... Moi, je vois dans le discours de mon vis-à-vis du nihilisme politique. Du nihilisme politique. Moi, je pense que parfois, il faut faire l'effort quand même, quand quelqu'un pose des actes majeurs, de le reconnaître. Et il faut dire que le président Macky Sall, depuis son accession au pouvoir, a eu quand même à poser des actes majeurs. Il a réussi, évidemment, la campagne agricole, c'est un fait. Il a diminué le prix des denrées de première nécessité. Il a augmenté les salaires d'une certaine manière à travers la diminution sur le fisc. Aujourd'hui, tous les fonctionnaires qui, à la fin du mois, se rendent au salaire, ils se rendent au moins qu'il y a entre 15 000, 30 000, 25 000, jusqu'à 90 000 d'augmentation de salaire. Il faut reconnaître ces actes positifs que pose le président. Et c'est ce que ne veut pas reconnaître votre vis-à-vis. Et mieux encore, regardez, pendant 12 ans, vous avez vu que quand on parlait des histoires d'inondation, on en reviendra, mais c'est juste pour dire que... Mais la question de la rupture dans le fond comme dans la forme, est-ce qu'on est sur une bonne voie ou je pense qu'il y a réellement rupture. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on pose des actes, le président fait au moins l'effort de communiquer avec son peuple. Il communique avec le peuple. Il dit exactement ce qui se passe. Et il a eu à incriminer le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mais je crois qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais doivent saluer les actes que pose cette dame brave qui est en train de tout faire pour que le peuple puisse retrouver cet argent dilapidé et que l'on puisse utiliser cet argent pour effectivement solutionner les problèmes dont souffrent les Sénégalais. Vous parlez de la traque des biens mal acquis. Mais absolument. De l'argent volé. Je pense qu'il faut tout faire pour que cet argent revienne au peuple sénégalais. Il faut saluer ce que le garde de son ministre de la Justice est en train de faire, au lieu de verser dans le criticisme. C'est ça qu'on appelle le criticisme. Le criticisme, non, j'aime bien l'esprit critique, parce que je suis philosophe de formation. L'esprit critique consiste simplement à prendre une distance par rapport à ce qui se fait, à analyser, et dans l'analyse, à accepter les points positifs.
et à critiquer ce qui est négatif pour améliorer. Donc, mais quand on critique tout, ça devient du criticisme et ça, je crois que c'est négatif. Alors Pierre Ahmed Bah, faites moins de criticisme et essayez de voir la réalité en face. Ouais. En fait, il dit que je verse dans ce qu'il appelle le criticisme, que je suis dans le nihilisme politique. Mais je pense que mon vis-à-vis est dans le sophisme en réalité. C'est de très belles paroles. Félicitations, cher monsieur, parce que en fait, je pense que vous devez être l'un des rares Sénégalais à ne pas vous rendre compte qu'en réalité, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous n'avez pas été élu justement sur la base d'une promesse en fait, d'intimidation et d'incarcération d'une bonne partie de la population sénégalaise. En fait, vous ne vous rendez pas compte. Pourquoi vous avez été élu? Vous avez été élu parce que nous en avions marre. Et nous en avions marre. Nous en avions marre de quoi en réalité? Nous avions marre justement de cette bamboula. Nous avions marre du fait que l'État ait été démystifié. Parce qu'en réalité, si vous bossez avec le chef de l'État, vous devez savoir que l'administration est entourée de mythes. Vous nous gouvernez parce que nous pensons que vous êtes spéciaux. Mais si, en fin de compte, nous nous rendons compte que vous êtes comme nous, en réalité, pourquoi vous nous gouvernez? Et justement, c'est cela le fondement d'une administration. Préserver le mythe, les belles que vous avez, les grandes villas que vous avez, dans des quartiers luxueux, tout cela participe du mythe de l'administration. Pourquoi vous ne pouvez pas vous habiller d'une certaine manière? Pourquoi vous ne pouvez pas vous présenter à la télé les cheveux ébouriffés? Parce que vous devez montrer que vous êtes spéciaux. Alors aujourd'hui, me dire que oui, les ministres ont le droit d'aller danser au Grand Théâtre le 21 juin à la fête. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai pas vu. Non, je suis désolé. Non, je suis désolé. Me dire que Youssou Ndour, ministre des Loisirs, Youssou Ndour, ministre des Loisirs, a le droit d'aller chanter parce que d'autres musiciens ont été avant lui ministre de la Culture. Mais je suis désolé, ces autres musiciens n'ont jamais, pendant qu'ils exerçaient la fonction de ministre de la Culture dans leur pays respectif, n'ont jamais tenu de concert. Je suis désolé. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe, monsieur? Nous en avons plus que marre. Nous en avons plus que marre. Parce qu'en réalité, vous parlez de rupture, mais vous n'avez pas de vision. Ah bon? Aujourd'hui, vous dites aujourd'hui, vous dites que vous pouvez être désolé autant que vous voulez. Laissez-moi, s'il vous plaît, terminer. Laissez-moi, s'il vous plaît, terminer. Bon, je vous laisse la parole. C'est pas comme ça. Non, allez-y, je vous en prie, vous avez la parole, Pierre Ahmed. Alors, ce que je disais, c'est qu'ils ont un problème de vision. Oui. Un problème de vision. Parce que le développement, c'est un processus. Ils commencent par la production. Mais avant la production est au milieu de la chaîne. Il y a d'abord se donner les moyens de la production. Ensuite, produire, ensuite commercialiser. C'est une chaîne économique. Aujourd'hui, ils veulent développer l'agriculture. Ils basent leur politique sur la relance agricole. Mais c'est quoi la relance agricole? Pendant qu'à Diogo, on est en train d'exproprier des cultivateurs pour installer des industries de mines. De rupture. Mais il y a l'université. On nous parle de rupture, on nous parle de développement. Mais comment peux-tu développer un pays? On nous parle de l'Afrique, et là j'élargis, l'Afrique doit connaître sa révolution industrielle. Bien sûr, nous devons avoir des industries, mais comment peux-tu avoir une industrie? Tu ne maîtrises pas l'énergie. Parce que non seulement l'énergie coûte cher, mais quand il y en a pas assez. Ouais, d'accord. Alors, je suis désolé, il faut arrêter un peu quand même. Professeur Souleymane Fall, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à un peu l'analyse de Pierre Ahmed Bah? En fait, il faut se faire du souci quand même. Je pense que quand Pierre se met là à dire que nous n'avons pas de vision, je pense que je le considérerais comme un intellectuel absolument paresseux. Ah bon? Paresseux, absolument. Paresseux, parce que moi je pense que non, il ne fait pas d'effort. Il ne fait pas d'effort. Il se contente de Quelle est votre vision? Il se contente de lire les journaux. Quelle est votre vision? Ici prendre la position des adversaires de l'Alliance pour la République et de nos adversaires. Ouh là là. Moi, je souhaiterais qu'on ait une analyse absolument objective de la situation politique. Et vous êtes objectif? Je voudrais qu'on fasse un débat d'idées sérieux, argumenté, mais ne pas verser quand même dans le christicisme. J'aime la critique et non le christicisme. Alors, donc, je pense que quand il dit nous n'avons pas de vision, ça c'est absolument catastrophique pour un intellectuel parce que cela mais qui vous dit que je suis intellectuel? Cela atteste du fait qu'il n'a pas fait l'effort d'investir le programme Yoonu Yokkute. Moi, je pense que pour discuter d'un programme, il faut faire l'effort d'abord de s'approprier les tenants et les aboutissants de ce programme. Je pense que le programme Yoonu Yokkute est une vision extrêmement claire
de la politique du président Macky Sall et ce qu'il ambitionne de faire pour le Sénégal jusqu'à ce que ce pays-là devienne un pays émergent. Je pense que dans le programme Yoonu Yokkute, tout à l'heure il a dit que oui, par rapport à la politique de l'emploi, quand le président dit oui, nous allons créer 500 000 emplois, il n'est pas du rôle d'un... Arrêtez. Mais laissez-moi terminer. Vous m'aviez demandé de vous laisser terminer, je l'ai fait. En 50 ans, on a créé 210 000 emplois. Allez, on se calme. Monsieur Pierre Ahmed Ba, vous n'avez pas la parole. Alors, professeur, je vous en prie. Voilà, donc je disais que dans le programme Yoonu Yokkute, d'abord, il parle de promesses. Ça veut dire qu'il n'a pas lu le programme. Le président Macky Sall a dit que mon programme, ce n'est pas des promesses. Mais mon programme, c'est des propositions et des engagements à matérialiser des engagements à matérialiser ces propositions. Ce qui devient une promesse. Donc vous venez de donner la définition d'une promesse. De toute façon, non, du tout. Écoutez, Pierre Ahmed, est-ce que vous pouvez permettre au professeur d'avancer? Je vous en prie. Allez-y. Non, il fait de la perturbation parce qu'il n'a pas d'argument. Moi, je verse dans le débat d'idées. Très bien. Voilà, parce que je maîtrise le programme de mon parti. Allez-y, monsieur. Voilà, donc, qui est le programme du Sénégal? Absolument, oui. Absolument. Alors, donc, je disais que le président Macky Sall, quand il dit que nous ambitionnons de créer dans ce mandat 500 000 emplois, mais Fabrice, vous en conviendrez avec moi que dans tous les pays du monde, ce n'est pas la fonction publique qui permet de résoudre la question de l'emploi. Ah, c'est le secteur privé. C'est le secteur privé, mais c'est surtout les projets. Les projets pour les jeunes et pour les femmes. Absolument. Et donc, dans ce programme, nous savons pertinemment que avec la capsule, avec les 40 milliards qui sont prévus pour financer les projets des femmes, avec les projets des jeunes, nous pouvons effectivement réussir à créer de l'emploi. Mais si nous avons des projets fiables... Il y a aussi l'agence de la sécurité de proximité qui va régler aussi ce problème. Bon, il y a énormément de possibilités. Il y a l'ANEJ qui aide les jeunes, même qui n'ont pas de projet, à en ficeler. Ensuite, les projets sont transmis au niveau du FNPJ. D'accord. Donc, ces projets-là, s'ils sont fiables, s'ils sont bien travaillés, être à l'origine de création de beaucoup d'emplois. Et il y a énormément de choses. Je donne un petit exemple. Je suis allé à Kolda avec le ministre de la formation professionnelle, M. Momodou Talla, et le directeur de l'ONFP, M. Sanoussi Diakité. Et donc, il y avait le Millennium Challenge Akuent. On devait lancer les chantiers du Millennium Challenge Akuent, le MCA. Et donc, dans la réflexion, la réflexion de la route nationale 6, Kolda, Vélingara, Ziguinchor, avait besoin d'une main-d'œuvre de 110 jeunes. 110 jeunes ont été recrutés dans la main-d'œuvre locale. Ces jeunes-là ont été amenés à Sébikotane pour une formation en pavage et en conduite d'engins. Et aujourd'hui, ces 110 jeunes ont été recrutés par le MCA. Voilà. Il parlait de Diogo tout de suite. Pour vous dire qu'ici, nous avons des hommes compétents. Sanoussi Diakité, que je citais tantôt aussi, il n'était même pas concerné directement par l'affaire. Il était là en train de regarder la télé. Il a vu qu'il y a des jeunes de Diogo qui étaient en marche. Et il marche par rapport à quoi? Il dit on veut implanter ici une usine et les jeunes ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que leur crainte est de ne pas être recrutés. En tant que directeur général de l'ONFP, Sanoussi s'est déplacé jusqu'à Diogo pour rencontrer le préfet. Et lui dire, nous, ONFP, on peut vous proposer des formations pour les jeunes qui sont là. Et c'est un programme de 1500 emplois. Et tout est rentré dans l'ordre. Et tout est rentré dans l'ordre. Donc il n'y a plus de problème à ce niveau. Donc je pense que lui, il ne fait pas l'effort de lire le programme. Il ne fait pas l'effort de lire l'actualité. Il verse dans le criticisme. Voilà, Pierre je vous demande de faire l'effort de vous approprier le programme Yoonu Yokkute. Et si vous le faites, je pense que nous allons pouvoir nous comprendre. Apparemment, Pierre Ahmed, vous n'avez rien compris au problème. Apparemment. C'est évident. Mais je vais lui démontrer que j'ai lu le programme. Mais ce n'est pas l'objet. Vous savez, j'ai eu la chance d'avoir grandi à Mboro, là où se trouvait la compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba. Mon père est un minier. Je connais très bien la population de la localité. Je connais bien la ville de Diogo. C'est à 5 km de Mboro, même pas 3 km. Et en fait, vous savez ce qui se passait avec la compagnie sénégalaise des phosphates? Depuis 1958, date à laquelle la première tonne de phosphate a été exploitée, il n'y a jamais eu de problème, ni de marche. Et pourtant, beaucoup de villages ont été délocalisés parce que le minerai se trouvait sur place. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'on en arrive à ce que des villageois battent le macadam sous le soleil,
pour dire nous voulons préserver nos champs, c'est parce qu'il y a problème. C'est parce qu'il y a anguille sous roche. Donc, de me dire que je suis un intellectuel paresseux, bien sûr, je réfléchis entre quatre murs, je ne sais rien de ce qui se passe au Sénégal, mais dans la page 6 du programme Yonou Yokote dont il parle, où effectivement on va dire dispositif d'urgence, on doit créer 500 000 emplois. 500 000 emplois. Je dis, bon, ok, comment ils vont faire pour créer 500 000 emplois? Je vais jusqu'à la page 17, là où il parle du programme économique, dans la nouvelle version que vous avez mis sur le net. Un instant, s'il vous plaît. Apparemment, il est d'accord avec vous. Un instant, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on dit? Alors, dispositif de création de 500 000 emplois. Mais c'est quoi ça? Vous dites que vous allez créer 500 000 emplois et après vous nous dites que vous allez encore créer 500 000 emplois pour booster l'économie. Ils ne nous ont jamais dit dans ce programme les 500 000 emplois. Je suis désolé. Dire que je n'ai pas lu le programme Yonou Yokote, je pense tout de même. Je pense tout de même. Un instant, s'il vous plaît. Je pense tout de même. Et quand je dis qu'ils n'ont pas de vision, ça se voit parce qu'ils tâtonnent. Non, vous ne comprenez Pourquoi, pas la comment notion de comprendre qu'il y ait 26 degrés d'avance? Comment se comprendre qu'il est? Vous ne comprenez pas la notion de vision. Très bien, merci beaucoup. Je ne comprends pas la notion de vision. Vous savez 26 degrés d'avance, vous voulez dire quoi? 26 degrés d'avance. Cela veut dire qu'il y a inadéquation entre les prévisions et la réalité. Sinon, on n'aurait pas besoin de décrets d'avance. Mais ça a toujours existé, ça, les décrets d'avance. C'est dans le monde, c'est connu. Mais quand est-ce qu'on a accédé au pouvoir? Les décrets d'avance sont une exception. On a accédé au pouvoir à un moment où on a déjà voté. Nous ne sommes pas quand même. Le budget était déjà voté. Nous ne sommes pas. Ça, c'est le bon sens quand même. Nous ne sommes pas. Quand même, ils ont trouvé une situation. Soyons objectifs. Nous ne sommes pas en guerre. Nous n'avons pas connu de plan hors sec. Nous n'avons pas connu de... Comment ça? Nous n'avons pas connu... Nous n'avons pas connu... Mais vous n'êtes pas au Sénégal? Nous n'avons pas connu de grands... Moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à un petit bourgeois. C'est un petit bourgeois. Mais vous savez, soit on débat, soit on ne débat pas. Mais ce que je veux dire, Fabrice, ce que je veux dire, c'est qu'on a beau m'attaquer, dire que je suis un intellectuel paresseux, dire que je ne réfléchis pas, dire que je ne vis pas au Sénégal, dire que je me fais manipuler par une quelconque opposition qu'on a muselée depuis fort longtemps, bien sûr, parce que même le PDS ne s'oppose plus, je suis désolé. Et on a beau dire tout cela, mais une chose, un fait reste constant. Le fait qui reste constant, c'est que je pense tout de même, et là vous me permettrez un peu de développer, je pense que quand Senghor a dit la culture est au début et à la fin du développement, il a pensé d'un point de vue autre, mais pas d'un point de vue typiquement sénégalais. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, moi je pense que l'énergie est au début et à la fin du développement. Voilà, on va parler justement de... Allez-y rapidement. Et le problème énergétique au Sénégal, c'est que l'énergie fossile que nous utilisons aujourd'hui, c'est-à-dire avec le fouet lourd, n'est pas viable pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nous ne maîtrisons pas le marché, nous ne produisons pas du pétrole. Mais excusez-moi Pierre Armen, apparemment vous avez compris un peu le deuxième sujet. Bon, je vous propose d'abord de suivre Alassane Baldé, ces deux sujets qui vont se suivre, les inondations et la question des coupures d'électricité. Et nous sommes, c'est la période bien entendu. Alors je vous propose de suivre Alassane Baldé qui a fait un tour un peu dans les endroits directement touchés par le problème. Alassane Baldé. Dakar renoue avec les flaques d'eau et les pluies d'hier soir sont passées par là. À la foire et les environs, le dispositif mis en place pour permettre un bon drainage des eaux semble bien fonctionner, et même si les riverains eux déplorent les lenteurs notées dans l'exécution des travaux. Normalement, il devait démarrer ces travaux depuis fort longtemps, juste après l'hivernage passé, pas en cette période. Mais bon, on va rester optimiste. À Grand Yoff, elle a réveillé beaucoup de souvenirs. D'autres n'ont point fermé les yeux. Hier, nous n'avons pas dormi la nuit. J'étais très inquiète parce que l'année dernière, on a tout perdu. Le mobilier, la nourriture, tout a été emporté par les eaux de pluie. Une angoisse avec laquelle ces populations doivent continuer à vivre encore le temps de recevoir les grosses pluies qui vont sans nul doute constituer des tests grandeur nature.
Alors ça c'était à Alassane Baldé et nous suivons tout de suite Ndeye Maridia qui a assisté à une conférence organisée par la SAR. Il faut vaille que vaille sortir l'épine du pied de la SAR pour régler l'autosuffisance énergétique de toute la sous-région en produits pétroliers. Aujourd'hui, la société croule sous le poids des difficultés liées à sa trésorerie. Nous avons un client très fort, qui est la Sénélec, qui est un peu protégée. Et nous avons comment on appelle, la dette butane, qui est le cas butane, qui est un cas social aujourd'hui. Nous avons des arriérés de pertes commerciales subies sur le butane et nous sommes derrière l'État pour le remboursement de ces pertes commerciales-là. Aujourd'hui, la SAR, elle vend à la Sénélec, qu'elle soit payée ou pas. On fera peut-être des efforts pour dire à la Sénélec de payer, mais la SAR continue avec ses problèmes de trésorerie en ne rentrant pas dans ses fonds. Seul l'État et une recapitalisation de la société peuvent aider la SAR à sortir la tête de l'eau. Quand une société a des difficultés comme ça et qu'elle est avec un État et que l'État est majoritaire, si cette société a besoin de ressources, de fonds, elle est obligée de recapitaliser. Les 6,9 milliards sont toujours là. C'est de l'argent dont on a besoin pour notre trésorerie parce que nous avons des dettes à payer, nous avons pour notre fonctionnement normal, cet argent est nécessaire. L'État nous le doit. Voilà, on attend qu'il nous paye. Quelqu'un a parlé d'arbitrage. En fait, c'est cet arbitrage-là qu'on attend de la tutelle. Face à une dette rééchelonnée de 28 milliards, face au désagrément des majors dans l'aval pétrolier africain, la SAR tient toujours debout par devoir de survie tout en espérant que la pente sera vite relevée. Voilà, la SAR tient toujours par devoir de survie. Alors, vous aviez la parole tantôt, vous avez évoqué la question de l'énergie fossile. Déjà, il n'y en a pas assez, donc voilà. Il y a eu la question des inondations. Les populations demeurent toujours dans la psychose. C'est ce qu'on a pu constater ici. Pierre Ahmed, sur la question, on a quand même vu le gouvernement se déployer. Vous l'avez remarqué quand même. Bien sûr. Et ce déploiement, quel crédit vous... Mais vous savez, je disais tantôt que le problème est un problème systémique. C'est un problème global, c'est un problème récurrent. D'où le terme systémique, d'abord et avant tout. Et ce que je veux dire par là, c'est que je disais tantôt que le développement commence par l'énergie, la maîtrise de l'énergie. Nous n'avons pas de pétrole, ou si nous en avons, nous ne sommes pas en train de l'exploiter. Ça, c'est un. De deux, nous savons que les réserves pétrolières n'ont pas un siècle de durée de vie devant elles. C'est clair. Donc, que fait le gouvernement du Sénégal? Quelle est la vision énergétique du gouvernement du Sénégal? C'est dans le Yonou Yokouté, vous l'avez lu. J'ai lu le Yonou Yokouté, mais je dis que ce n'est pas viable, pour la bonne et simple raison qu'on s'attaque à des urgences, mais on ne règle pas le problème. On apporte des solutions concrètes à des situations concrètes, comme disent les marxistes, entre autres. Et, non mais c'est vrai, et le problème... C'est-à-dire, une année après, on l'a vécu l'année dernière, on va encore revivre ça cette année, on va peut-être le revivre l'année prochaine. Je pense qu'il faut être sérieux, il faut être optimiste, et il faut aussi se permettre d'aller dans le futur. Mais oui, mais je pense que ce qui va régler le problème de l'énergie au Sénégal, vous savez, et là, tenez-vous bien, beaucoup de gens vont me prendre pour un utopiste, mais il faut aller vers le nucléaire. Parce que l'énergie nucléaire ne coûte pas cher. Parce que nous avons de l'uranium à Kédougou, et parce qu'à partir de Kédougou, nous pouvons non seulement fournir l'ensemble, couvrir l'ensemble de nos besoins énergétiques aujourd'hui et dans le futur, et parce qu'à partir de Kédougou, nous pouvons alimenter et le Mali, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, nous pouvons devenir un pays producteur et nous pouvons commercialiser l'extra-production d'énergie. Je pense que ça, c'est sérieux. Il faut aller vers ça. Ça, c'est d'un. Nous ne serons plus tributaires du marché international. Ça veut dire aller acheter des ressources pas parce que nous n'avons pas assez d'argent. Nous ne serons plus en fait tributaires justement de cette mondialisation. C'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens d'être souverain. La souveraineté énergétique, tant que nous ne l'avons pas, nous ne pourrons pas nous développer. L'énergie nucléaire. Parce que nous avons un modèle de développement, effectivement, qui a besoin de production. Si nous avons besoin de production, il faut se donner les moyens de produire. Ça, c'est d'un. De deux, on me dira, oui, l'énergie nucléaire, c'est dangereux. Mais de toute l'histoire du nucléaire, il y a eu combien d'accidents? Est-ce que le nucléaire a tué plus de monde que les armes qu'on fabrique tous les jours? Non. Aujourd'hui, on nous parle d'énergie propre, on nous parle de véhicules hybrides, de véhicules électriques. Mais rentrez chez eux le soir, par exemple en France, ils rechargent les batteries de leurs véhicules. Avec quelle énergie? Nucléaire. C'est un faux débat. Je pense que nous devons
aller vers cela. Voici une vision énergétique. Est-ce qu'ils l'ont? Non, ils ne l'ont pas. Ils sont là pour créer pour régler des urgences, afin que les populations ne soient pas mécontentes du moins, et afin que les populations puissent encore voter pour eux. Nous allons vers des échéances locales. Et là, peut-être que il faut peut-être se rassurer, parce qu'il y a élection dans quelques mois. Cette année, je pense qu'on aura moins de délestage. Ah bon? Mais oui, parce que c'est comme ça que ça marche. Vous savez, au Sénégal, il y a deux types de politiciens. Il y a deux types de politiciens. Il y a ceux qui utilisent l'argent pour avoir la masse. Il y a ceux qui utilisent la masse pour avoir l'argent. Dans les deux cas, c'est la masse qui perd. Mais la masse a tellement bien compris ça. Regardez, souvenez-vous, il y avait combien de mouvements de soutien à Karim Wade pendant qu'il était au pouvoir? Aujourd'hui, il y en a combien? On ne les voit pas, on ne les entend pas. La politique au Sénégal est un fonds de commerce. Même sous Macky Sall? Mais bien sûr. Ah bon? Alors, pour une fois, hein, Fabrice, mon vis-à-vis a fait au moins preuve d'analyse. Et ce qui me plaît dans son discours, c'est qu'il a carrément rejoint le président Macky Sall dans sa vision énergétique. Ah bon? Je crois qu'il a été le premier, je le rappelle. Parce qu'il a été ministre de l'énergie. Et quand on était dans l'opposition et que les crises étaient récurrentes, il a évidemment, à travers une conférence de presse, donné des solutions par rapport à la question énergétique. Le président Macky Sall a été le premier à dire que le problème fondamental de l'énergie au Sénégal relève du fait qu'il y a le tout pétrole. Et il faut abandonner le tout pétrole, il faut diversifier. Et dans la diversification, il a parlé de l'énergie solaire, de l'éolienne et du nucléaire. Donc par conséquent, vous voyez, il dit que nous n'avons pas de vision. Et tout ce qu'il a dit, c'est dans le il ne fait que nous rejoindre dans le yoyo. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Non, mais vous n'en avez pas parlé dans la conférence de presse du président Macky Sall. Non, je ne parle pas de la conférence. Vous me dites que je n'ai pas lu votre programme. Est-ce que c'est dans le programme? Vous dites que vous avez été élu sur la base d'un programme. Ce que vous dites là. Absolument. N'eût été le fait que vous soyez un proche de Macky Sall. Là, on n'a pas de problème. Je vous remercie parce que vous nous avez rejoints. Par ailleurs, s'il vous plaît. Non, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Je vous remercie simplement d'avoir été cette fois-ci du côté du président Macky Sall. Pour un nihiliste, ça me fait plaisir. Par ailleurs, je voudrais maintenant, par rapport à la question aussi des inondations, absolument, dire que je crois que c'est pour la première fois avec le président Macky Sall qu'on a un gouvernement dans lequel il y a un ministère spécifiquement chargé des questions relatives aux inondations. Ça, c'est une révolution. C'est une révolution. Et il s'y ajoute que, d'ailleurs, aujourd'hui, on a fait le curage de toutes les voies d'eau. Maintenant, rappelez-vous aussi que si, parce que dans notre campagne électorale, on n'avait jamais dit qu'on allait supprimer le Sénat. Mais c'est parce qu'on a vu qu'il y avait des urgences que le président de la République a décidé de supprimer, ne serait-ce que temporairement ou s'il le faut à jamais, l'existence du Sénat pour économiser 7 milliards là-bas. Et à l'analyse, on avait découvert que par rapport à la question des inondations, il nous faut des solutions structurelles. Et ces solutions structurelles exigeaient au moins un total de 100 milliards. Donc il nous fallait supprimer le Sénat. Et en rapport avec les bailleurs de fonds, nous sommes dans une dynamique qui va nous permettre évidemment de déplacer d'abord toutes les familles qui sont dans les zones inondables, parce qu'on continue le plan Djahaï pour continuer de construire des logements sociaux susceptibles de recevoir ceux qui sont dans ces zones d'eau. Et je pense que ce total-là est dans la bonne voie pour nous permettre de résoudre de manière structurelle la question des inondations. Donc rien ne se fera plus comme avant. Je crois. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de produits phytos. En tout cas, nous en avons une vision. Nous en avons une vision parce que nous avons un ministère qui se charge de ces questions. Absolument. Et nous en avons la volonté politique parce que nous avons supprimé le Sénat. Et nous sommes en train de travailler avec les bailleurs de fonds pour résoudre de manière définitive cette question-là. Et ça n'a jamais existé antérieurement. Absolument. Je pense que par rapport à ça, il doit nous féliciter. Et il faut rappeler que le premier plan Orsec, mot Orsec, a été mis sur pied quand même. En fait, je ne veux pas dire le premier, Macky Sall a quand même... J'ai dit tantôt Macky Sall était ministre de l'Intérieur. Mais il sait que l'eau de Fidan fait que l'eau. Voilà. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a inondation, on diminue les dégâts jusqu'au prochain hivernage. Et maintenant on a tout enlevé. Oui, tout. Avec un grand T. Et ensuite, il y a en charge de la question. On a supprimé le Sénat. Voilà. Nous avons créé toutes les conditions pour résoudre de manière systématique la question des inondations. Alors, et j'attends son mot de félicitations. Ouais. Pourquoi vous savez... Votre mot de félicitations. Au moins. Je vais venir. Vous savez, je ne suis pas avare en félicitations. Ces gens-là, ils ont de la volonté.
Ils Merci. veulent travailler. Mais Merci. ça se voit. Ils se démènent. Merci. Ils font leur possible. Ils ne savent pas travailler. C'est ça le problème. Ah bon? Ils veulent, mais ils ne savent pas faire. Vous savez, je ne suis pas... Tout à l'heure, tantôt, il m'a traité de nihiliste, de criticiste, si je puis m'exprimer ainsi. Il m'a traité de tous les noms d'oiseaux, Mais vous aussi, pensant que... vous nous avez ramené un adage marxiste absolument. qui peut renvoyer au maoïsme. Absolument. Alors, on est dans les rimes plates, là. Non, mais c'est vrai. Je vais Non, lui mais- préciser après dans quelle idéologie nous sommes, si vous permettez. Vous êtes dans Après son discours, voilà. idéologie? Parce que, bon, lui, il fait du marxisme. Moi, je lui précise que à l'Alliance pour la République, nous prônons le libéralisme social. Le libéralisme. Fabrice, vous savez que par définition, le libéralisme est une doctrine politique et économique qui vise la promotion de l'individu par le biais de la libéralisation du marché. Mais nous y avons ajouté le qualificatif social en lui donnant un certain contenu, et c'est ce que vous allez lire à travers la couverture maladie universelle. Parce qu'au fond, à l'Alliance pour la République, la finalité de la construction de l'action politique, c'est le pied respect que l'on doit attribuer à la dignité de la personne humaine en chaque être humain. Créer les conditions d'un épanouissement permanent de chaque citoyen sénégalais. Mais cependant, vous ne savez pas travailler selon Pierre Ahmed Ba. Ce qu'il dit, ça s'appelle la social-démocratie, s'il vous plaît. Vous savez, on ne va pas, ça ne sert à rien. Vous pouvez renverser, mais dans tous les cas, la bourse à la solidarité familiale, je n'avais pas terminé, Vous savez, à la solidarité, très bien. chaque année, 350 000 familles Vous faites de la propagande. vont bénéficier de la bourse à la solidarité familiale. Et c'est important, c'est important. Vous faites de la propagande. C'est important, c'est très important. C'est très important, Pierre, parce que Fabrice, rappelez-vous. Professeur, vous savez que vous n'avez pas la parole. Hein? Oui, je précise, c'est bon de préciser. Nous sommes dans un débat politique, c'est pas un débat d'idées. S'il vous plaît. Dans le programme Yoonu Yokkute, 250 000 familles vont bénéficier de la bourse à la solidarité familiale. Et pour cette année précise, on va expérimenter avec 50 000 familles. Le budget est déjà dégagé. Et peut-être si je vous dis 100 000 francs, ici à Dakar, vous pensez que ce n'est rien. Mais dans le Sénégal des profondeurs, c'est quelque chose. Imaginez, il y a des familles qui ont du riz, qui ont du mil. Mais si vous leur donnez ces 100 000 francs, ça va alléger le panier de la ménagère. Vous savez, donc c'est parlons des inondations, Pierre. Non, mais on va revenir rapidement sur cette question-là. Vous savez, monsieur, vous vous en doutez certainement, j'ai été consulté sur cette histoire justement de couverture maladie universelle. Mais comme tous les Sénégalais. Un instant, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Par contre. Là, c'est un débat très sérieux. On n'est pas dans un débat politique ni dans un meeting. Mais je vais vous dire, après étude et réflexion, ma réponse a été, ce programme est inopérant. Pourquoi? Vous voulez aujourd'hui couvrir les maladies des Sénégalais. Ok, d'accord. Faudrait-il d'abord savoir en premier lieu de quoi les Sénégalais sont-ils malades? À quel moment ils contractent la maladie? Combien coûtent les soins pour ces maladies-là? Quelle maladie est plus, en fait, faire de l'épidémiologie? Quelles sont les maladies qui sont fréquentes dans des zones bien déterminées? Une fois qu'on aura toutes ces données-là, parce que nous tombons tous malades, mais nous ne tombons pas tous malades au même moment et nous ne tombons pas malades de la même maladie. Il faut avoir ces données-là et malheureusement, les statistiques n'existent pas. Et j'avais dit à vos collaborateurs qu'il fallait procéder à des études d'abord, les réponses à ces questions-là, avoir le modèle. Parce qu'il faudrait modéliser pour chaque de maladie, savoir combien coûte la santé au Sénégal par an et quelle est la moyenne pondérée des Sénégalais malades par an pour pouvoir attribuer un budget à cela. Mais vous vous réveillez, malgré des réponses techniques et scientifiques qui vous ont été fournies, vous dites nous allons couvrir les maladies. Mais et vous sur quoi? Un instant s'il vous plaît, monsieur, laissez-moi terminer. Mais vous basez ça sur quoi? Parce que c'est de la propagande. Parce que c'est inopérant, monsieur, c'est inopérant. Vous allez jeter de l'argent par les fenêtres, mais ça ne servira totalement à rien. Ça ne servira pas. Vous donnez 2000 francs en famille. Je suis convaincu que nous allons réussir cette politique. Mais d'accord, déjà, vous êtes au courant de la généralisation de l'hémodialyse. Mais c'est déjà un pas. Tant mieux pour vous. La généralisation de l'hémodialyse, c'est un pas. Vous faites dans l'amateurisme, monsieur. Vous savez, vous n'avez pas en face de vous un politicien, vous avez en face de vous un citoyen. Vous n'êtes pas plus citoyen que nous, nous sommes tous soucieux vous avez en face de vous de la destinée de cette République, du Sénégal. Monsieur, vous avez en face de vous un Sénégalais conscient des problèmes de son pays et vraiment soucieux de les résoudre ou de participer à leur résolution. Vous savez, monsieur, je ne fais pas dans le nihilisme,
Mais je sais reconnaître, par mon expérience, par ma formation, je sais reconnaître les bonnes stratégies. Je sais reconnaître qui est sur la bonne marche. Mais vous n'y êtes pas. Et je vais vous dire, vous savez les prix dont les Sénégalais parlent aujourd'hui. Un instant s'il vous plaît. Les prix dont les Sénégalais parlent aujourd'hui. On parle de l'inflation, on parle des coûts des denrées de première nécessité. Vous avez fait des efforts, bien sûr. Merci. Bravo, félicitations. C'est tout à votre honneur. Mais vous savez quoi? Ces prix-là, mais ce n'est pas de votre faute, vous les avez trouvés ici. Ah bon? Mais oui, les prix qui sont en cours aujourd'hui, oui. Avant la baisse, parce qu'eux, ils ont opéré une baisse, mais ces prix étaient là. Merci. Les Sénégalais ne s'en plaignaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le pouvoir d'achat. Voici le réel problème. Mais vous répondez à votre propre question. Vous savez, voici le réel problème. Le réel problème, c'est un pouvoir. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Si les mesures que vous avez prises, qui sont louables par ailleurs, merci, mais insuffisantes. Et vous savez, monsieur, il faut aussi concéder aux Sénégalais le fait qu'ils aient le droit de dire que le fait de dire de droit comme Idrissa Seck. Oui, de dire que ça ne marche pas, que ça n'avance pas. Pourquoi ça n'avance pas? Posez-vous la question. Pourquoi les Sénégalais se plaignent autant avec tout ce que vous avez fait? Parce que d'abord c'est insuffisant. Peut-être aussi que c'est pas bien ciblé. Mais un problème de ciblage. Pierre, ils vous diront qu'ils ont hérité d'une situation catastrophique. Mais malgré cela, nous sommes sur la bonne voie. Mais c'est pour ça qu'ils ont été élus. Ce que je veux au moins, voilà, ce que je veux au moins que Pierre reconnaisse, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Le Yonou Yokute. Et dans son discours, il a au moins parlé quand même des efforts politiques du gouvernement Macky Sall. Et il a parlé des prix. Mais je lui ai demandé aussi de connecter ça avec la diminution de l'impôt sur le revenu. Mais d'accord, écoutez-moi alors. Écoutez-moi alors, je vais vous dire. Non, je vais vous dire. C'est moi qui ai la parole. C'est vous qui m'écoutez. C'est vous qui m'écoutez. Franchement. Voilà. Non, mais franchement. Non, c'est vous qui m'écoutez. De toute façon, je vous ai écouté. Je vous écoute. J'ai apprécié votre discours parce que dans votre discours, vous avez été en phase avec nous. Donc, critiquer. Donc, quand je ne suis pas en phase avec vous, vous êtes fâché. Écoutez, non, je ne suis pas fâché. Mais je vous fais découvrir la réalité. Je fais du criticisme. Je vous fais découvrir la réalité. Ouais, d'accord. Je vous fais découvrir la réalité que vous ne savez pas. C'est trop dur, monsieur. Vous savez, nous vous épillons. Écoutez. Vous savez, monsieur, c'est vous gouverner. Absolument. Et vous savez, c'est comme à la banque. C'est nous qui y posions l'argent. Qui sont d'ordre. Parce qu'aujourd'hui, le mandat que vous avez, c'est nous qui vous l'avions donné. On est d'accord au moins sur ce principe-là. Nous, c'est qui? C'est toi et moi, c'est le peuple. La souveraineté appartient au peuple. Exactement. La souveraineté appartient au peuple. Nous sommes dans une démocratie. Mais si le peuple vous dit ça ne marche pas, vous dites quoi? On fait des efforts. On ne vous demande pas de faire des efforts, on vous demande de régler les problèmes. D'accord, mais écoutez, Fabrice, est-ce que vous en êtes capable de lui rappeler que, quand même, un programme, ça ne se règle pas en une année. Il parlait de vision et c'est comme s'il ne maîtrisait pas la notion de vision. Dans une première année, on pose des actes. Dans une deuxième année, on pose des actes, etc. Et c'est à la fin du mandat que le président de la République reviendra chez les Sénégalais qui lui avaient donné le pouvoir pour qu'il sanctionne négativement. Non, on est obligé d'avancer parce qu'il nous reste il nous reste un Je vais faire un truchement. Il veut juger le président à mi-chemin. Voilà, alors qu'il a fait à peine qu'un an. Mais quand même. Voilà, bon, voilà, un dernier point, c'est l'affaire Habré et je vous propose de suivre Salif Kébé-Saro. C'est maintenant officiel, Hissène Habré vient d'être inculpé et placé sous mandat de dépôt par la commission d'instruction des chambres africaines extraordinaires après une audition qui a duré plusieurs heures. Monsieur Hissène Habré, ancien président du Tchad, vient d'être inculpé pour crime de guerre, génocide et torture. Il a été placé sous mandat de dépôt. Cette inculpation, les avocats de l'ancien président tchadien l'assimilent à un complot. Selon eux, les chambres africaines extraordinaires n'ont aucune crédibilité pour statuer sur l'affaire Habré. Il n'est pas prêt à cautionner la forfaiture. Nous ne reconnaissons pas ces chambres africaines extraordinaires où il n'y a aucun juge non sénégalais. Pour Maître El Hadj Diouf, il est même inadmissible d'inculper Hissène Habré là où Idriss Déby, l'actuel président tchadien, vaque librement à ses occupations. L'otage Habré continue d'être un otage. Et vous savez que le président Idriss Déby a félicité le président Macky Sall et la justice sénégalaise. Et c'est lui, Déby, qui aurait dû être à la place de Habré, vous le savez. C'était lui qui gérait toutes les questions de sécurité
à l'époque du règne de Habré. Après 48 heures de garde à vue, l'ancien président tchadien qui a été cueilli manu militari dimanche dernier chez lui devra donc passer sa première nuit en prison. En attendant la tenue prochaine de son procès, Hissène Habré a été transporté vers une destination inconnue. Professeur Souleymane Fall, vous avez écouté Maître El Hadji Diouf, il y a problème là. Oui. En 2 minutes, parce qu'il ne nous reste plus trop de temps. D'accord. Oui. Moi, ma lecture de l'affaire Habré est tout autre. Parce que simplement, je pense que d'habitude, les chefs d'État africains qui étaient accusés de violation des droits de l'homme étaient souvent jugés et condamnés et même parfois incarcérés en Occident. Vous avez vu jusqu'au cas Gbagbo. Maintenant, moi je pense qu'il est salutaire que les Africains en arrivent à un moment où ils sont à même de prendre leurs responsabilités du point de vue d'une maturation de la justice. Que Hissène Habré soit accusé, parce que nous sommes dans la phase de présomption, soit accusé de violation de droits de l'homme, de torture, etc. Je pense qu'il est salutaire que les chambres extraordinaires puissent quand même le juger. Et dans cette affaire-là, ce qui est important, c'est que lui-même aussi ses droits soient respectés. Absolument. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'à contre-courant de ce que notre compatriote avocat de Hissène Habré a dit, que c'est un otage, etc., je ne crois pas. Moi, je l'inviterai plutôt, Maître El Hadji Diouf, à faire prévaloir ses compétences dans l'espace du procès. Absolument. Et parce qu'il y a une partie qui accuse, celui qui est accusé a des avocats qui sont à même de le défendre. On a créé toutes les conditions pour que le procès puisse avoir lieu. Ce qui est important, c'est que ce procès ait lieu dans une terre sur une terre africaine et que le procès soit équitable, que l'on puisse respecter évidemment la dignité et les droits de M. Habré aussi. Et de ce point de vue, le verdict qui sortira de ce procès, que nous soyons à même de l'accepter et de dire qu'au moins, cette fois-ci, ce chef d'État a été jugé en Afrique. Et ça aussi, c'est une autre révolution. C'est une révolution. Et c'est Macky Sall. Voilà. Bon. Allez, Pierre Ahmed Ba. Alors moi, je pense qu'il faut que 2 minutes. Il faut que nous autres Africains arrêtions de nous considérer nous-mêmes comme la partie inférieure de l'humanité. Nous devons arrêter de nous mettre en compétition avec l'Occident. Je pense que nous devons penser pour nous-mêmes. Parce qu'à tout point de vue, dans notre pays comme dans d'autres, il y a une crise de la pensée qui impose une pensée de la crise. Je pense que l'affaire Habré aujourd'hui, c'est désolant. C'est vraiment désolant, encore une fois. Vous savez, et là je rejoins vraiment François Partant dans l'exotisme colonial quand il dit « La décolonisation est une farce. Les Blancs sont passés en coulisses, mais il reste les producteurs du spectacle. » Voilà aujourd'hui nos présidents, des marionnettes, manipulables à souhait et manipulés à souhait, qui aujourd'hui, sur la base d'une illégalité totale, depuis la création de ces chambres africaines, jusqu'à l'arrestation nébuleuse de Hissène Habré tout dernièrement, n'ont fait que patauger dans l'illégalité totale. Je le disais tantôt en début d'émission, notre ministre de la Justice qualifié des accords internationaux qui sont réservés au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Depuis quand? Voilà comment ces cours ont été créés. Et aujourd'hui, qui siège dans ces cours-là? Comment l'instruction s'est passée? On l'accuse de génocide. Je suis anthropologue de formation à la base. Dans le génocide, il y a gène. Ils sont partis, on leur a présenté des ossements. Encore faudrait-il démontrer l'origine génétique de ces ossements-là pour parler de génocide. On vous présente des ossements, ils n'ont aucune maîtrise sur le dossier. En réalité, on a rapporté, transféré, copié, synthétisé, présenté au Sénégal et aux Sénégalais des preuves dont on n'a ni de maîtrise sur leur provenance, ni comment ça a été fait, ni à quel moment ça a été fait. Et sur cette base-là, parce que le ministre de la Justice avait dit avant décembre 2012, Hissène Habré sera jugé, il l'a dit, nous l'avons, elle l'a dit, nous l'avons entendu, qu'il y a eu une précipitation. Je pense qu'encore une fois, nos gouvernants devraient faire attention à ce qu'ils disent au moment où ils le disent. Parce que prendre des engagements populistes
populiste. De sorte à se retrouver entre le marteau et l'enclume et à ne savoir, à ne plus savoir sortir. Je crois que moi, mon discours était simplement de donner mon appréciation sur la question, mais de ne pas faire le jugement, de ne pas faire le procès. Lui, il est en train de faire le procès en lieu et place des deux camps. Là, il devient christiciste, quoi. Voilà. Mais ce que je dis, et pour terminer sur ce sujet, ces preuves-là dont il parle, c'est le procès qui doit quand même déterminer de ça. Ce que je dis sur cette question-là, l'heure est arrivée, 30 secondes, s'il vous plaît. Je pense que le gouvernement d'Abdoul Mbaye a atteint ses limites objectives et que Abdoul Mbaye devrait soit démissionner, or le président de la République doit prendre ses responsabilités parce qu'il ne peut pas être cité sur un dossier aussi sérieux que le dossier d'Hissène Habré et rester notre Premier ministre. On l'avait dit en son temps que Mehdi Kenya ne pouvait pas être l'avocat d'Habré et ministre de la Justice. Dossier. Et aujourd'hui, je demande solennellement à M. Abdoul Mbaye de démissionner de ses fonctions. Le Sénégal ne peut pas se prévaloir d'un état de droit et avoir un Premier ministre qui est cité dans une... Voilà, mesdames et messieurs, Tribune Presse, c'est terminé. Je vous rappelle juste que nous avons eu le plaisir de recevoir le professeur Souleymane Fall et Pierre-Ahmed Ba. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro de Tribune Presse. C'est sur la Sen TV, première chaîne urbaine du Sénégal.